Moi, je suis élu du peuple. Ceux qui sont nommés, oui. Les nommés, oui. Mais moi, je suis élu. Je n'ai pas de compte à rendre à l'IDPS ou à qui que ce soit. Mais il y a une rébellion en vue. Hein, non, c'est pas une rébellion. Mais pourquoi allégeance? C'est pas l'IDPS qui m'a élu. C'est le peuple congolais qui m'a élu. Ce sont les 800 000 électeurs de Walikale qui m'ont élu. Là où je suis. Je n'ai un compte à rendre. Et puis, je ne suis pas un garçon de course de qui que ce soit. Non. Non. Monsieur, on doit se respecter. Nous sommes des élus. Et j'ai dit à mes collègues à l'hémicycle, nous devons nous faire respecter. Nous sommes la deuxième institution du pays. Personne ne peut nous intimider. Donc, et ce que je reproche à l'honorable Kabouya, et c'est là qui croit en lui, cette question aussi sensible devrait d'abord être discutée au sein de l'Union sacrée. Non, mais l'honorable Kabouya a été, si pas relayé, mais précédé par l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale. Mais Chilumbaï. Lui au moins c'est un élu. Non. J'ai dit c'est un élu. C'est comme moi, je peux donner mon point de vue. Mais il a donné ses points de vue à l'hémicycle. Hein? L'honorable Chilumbaï. C'était avec sa casquette de vice-président. D'abord j'ai dit ici, c'est parmi les collègues que j'apprécie beaucoup. Depuis l'IDPS, vraiment c'est un homme intègre. Je peux dire, parmi les rares personnes intègres de l'IDPS, il y a professeur Chilumbaï. Je lui dois beaucoup d'estime. Mais ça, c'est son opinion qu'il a donnée. Il n'engage pas l'IDPS. Messieurs et dames, tous les plaisirs est donc pour moi de vous retrouver dans les cadres de ces grands rendez-vous. Un rendez-vous que vous connaissez très bien, c'est bel et bien votre magazine Enjeu. Bienvenue à tous et à toutes. Nous allons encore une fois essayer de passer en revue toutes les questions brûlantes de l'actualité au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, l'actualité est brûlante effectivement en ce moment en République démocratique du Congo. Ensemble, découvrons donc notre invité. Il s'appelle donc Prince Willy Michiki. Il n'est pas vraiment à présenter et c'est donc lui qui nous a fait l'honneur de répondre positivement à notre invitation. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir partagé. Ça fait longtemps qu'on s'installe donc. J'ai été sur ce beau plateau. On s'installe. Prince Willy Michiki, député national, honorable député, parce que vous êtes l'élu de Walikale dans la province du Nord Kivu. Encore une fois, bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Élu de Walikale, ça fait reconduit à plusieurs reprises. Pour la énième fois, on ne sait plus compter. L'état de siège, plus d'une année maintenant. Vous qui êtes un élu de cette partie de la République, si vous étiez demandé de faire le point, une sorte de bilan de cet état de siège, comment allez-vous le faire? Bon, John, l'état de siège, le chef de l'État, en instaurant l'état de siège au mois de mai 2021, il avait une très très belle inspiration. Puisqu'on ne pouvait pas faire face à l'agression avec un gouvernement provincial dirigé par des civils. Malheureusement, les autorités censées diriger l'état de siège ont dévié de la mission qui leur était confiée.
D'abord, des autorités, là, vous faites allusion aux autorités militaires. Les autorités militaires, à qui on a donné le pouvoir, la gestion de l'état de siège. D'abord, c'est une accusation grave. Oui, tout à fait, je le confirme très bien et je vais le démontrer tout à l'heure. Okay. D'abord, quand vous lisez l'ordonnance même instaurant l'état de siège, la tutelle a été confiée au ministère en charge de la défense et de la sécurité. Mais à notre grande surprise, c'est le ministère de l'Intérieur qui a pris le devant. Et même le vice-premier ministre, ministre de l'époque, notre collègue Peter Kazadi, s'est permis de faire un télégramme pour changer les contenus de l'état de siège. Donc un télégramme a annulé l'ordonnance du chef de l'État. Il a même procédé à la nomination de certaines autorités de l'état de siège, notamment les chefs de secteur, alors que cette compétence-là revenait au ministre de la Défense. Alors que l'ordonnance du chef de l'État confiait les commandements des opérations militaires au gouverneur de province, le premier gouverneur nommé, général Ndima, l'a fait tout au début, quand il a été remplacé par un arrêté ministériel, par le général Chirimwami, l'actuel, qui fait l'intérim. 6 territoires ruraux dans la province du Nord Kivu, 4 sont contrôlés par les M23, notamment Nyiragongo, Rutshuru, Masisi et Lubero. Les Beni aussi, ça pose problème, puisque les ADF aussi se sont imposés à Beni. Dieu seul sait si UPDF n'était pas là, dans les opérations conjointes, avec les FARDC, ce que serait devenu aujourd'hui Beni. Alors, aucun territoire, depuis 3 ans et demi, n'a été récupéré par l'État de siège. Comment l'expliquer? C'est pourquoi nous disons que l'état de siège, en réalité, a échoué. Le seul territoire... Non, mais non seulement a échoué, mais a même empiré la situation. Oui, puisque aujourd'hui même, regardez aujourd'hui, oui. Nous devons dire des vérités. Je suis député national. Élu de Walikale. Nous devons avoir la culture de dire la vérité, même au chef de l'État, parce que le chef de l'État est animé de bonne foi. Mais il n'a pas la vraie information que je peux appeler les renseignements. Aujourd'hui, vous allez chez nous, même le territoire qui est encore aujourd'hui libre, Walikale, 70% de la sécurité de Walikale est assumée par les groupes armés. Mais les groupes armés disciplinés, en l'occurrence NDC rénové, les Wazalendo. Non, les Wazalendo. Ouais. C'est eux qui font la police. Ils ont l'armée, la police. Et ceux qui ont fait comme un mur pour empêcher qu'on entre à Walikale. Mais ce sont des milices. Justement, ce sont des milices organisées qui aujourd'hui font partie ce sont des milices qui échappent au contrôle de l'État. C'était des milices avant que le chef de l'État ne signe l'ordonnance les plaçant dans les forces de réserve de FARDC. Donc, ce qu'on appelle communément... Ils font partie des réservistes. Ils font partie des réservistes. Donc, ils sont maintenant légaux. Ils opèrent légalement. C'est comme ça que, après mes vacances parlementaires dans le Nord Kivu, j'ai compris qu'il y a risque de les laisser même comme réservistes. Puisqu'un jour, la guerre finira. Et lorsque nous aurons la paix, les réservistes ne restent pas réservistes. Ils retournent dans son statut d'ancien. C'est comme ça que j'ai déposé devant les bureaux de l'Assemblée nationale une proposition de loi complétant et modifiant la loi numéro 011/012 du 24 août 2011 sur le fonctionnement et l'organisation des FARDC. J'ai aussi déposé une deuxième proposition de loi, la loi numéro 011/013 du 24 août 2011 sur l'organisation et le fonctionnement de la police, avec des innovations importantes. La première innovation, c'est que tous ces civils-là, armés, qui ont défendu l'intégrité territoriale, qui ont empêché la progression de l'ennemi, puisque la Constitution est claire, dit que lorsque le pays est agressé
par une puissance extérieure, le gouvernement peut faire appel à ses filles et fils pour défendre la patrie. Une lecture comblée avec l'article, combinée avec l'article 64. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous avons estimé qu'il est temps que ceux-là qui sont dans RAD puissent être déversés dans les FRDC et la police. Pourquoi? Le premier avantage, c'est que nous aurons une unité de commandement. Aujourd'hui, vous allez sur le front militaire. Nous avons le front des FRDC, nous avons le front des VDP, qui sont maintenant dans RAD aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque Ouazalendo. Nous avons le front des Burundais, nous avons le front des amis RDC et d'autres partenaires. Alors ça pose problème. Et tous ces fronts-là n'arrivent pas, toutes ces troupes n'arrivent pas à reconquérir même un seul village conquis par les agresseurs. Il y a un problème. Alors, la deuxième innovation. Il y a un problème de quelle nature? Il y a complicité organisationnelle. Par exemple, je suis stratège aussi quand même, puisque depuis 3 décennies, nous avons des problèmes chez nous. Et nous avons, nous, à Walikale, réussi à tenir tête. Walikale, il n'y a pas de blague. Je rappelle ici... Walikale n'a pas été occupé? Non, non. Mais c'est quoi votre secret? C'est quoi les secrets? En fait, à Walikale, d'abord, nous avons la culture, nous sommes connus comme des guerriers. Je rappelle ici, en passant, que les FDLR, quand ils ont traversé la frontière, l'unique territoire où ils se sentaient à l'aise, c'était Walikale. Je rappelle ici que Walikale fait exactement la superficie du Rwanda, 23 500 km², et 80% de Walikale, c'est la forêt équatoriale, la forêt dense. Donc, je vous dis, nous avons réussi, nous, en 2006, lorsque j'étais directeur de campagne de Jean-Pierre Bemba, pendant la campagne, nous avons été interceptés par des barrières de FDLR, qui même collectaient des taxes coutumières qui devraient revenir aux coutumiers. Ça veut dire nous nous sommes organisés et nous avons réussi, alors que les troupes des FDLR étaient encore fraîches, à chasser les FDLR de Walikale, à les poursuivre même jusqu'à Masisi Ruchuru. Et aujourd'hui, depuis plus d'une décennie, à Walikale, il n'y a aucun FDLR. À tel point que lorsqu'il y a des Congolais d'origine Tutsi ou Hutu de l'armée congolaise ou de la police, on les envoie à Walikale, ils ont peur d'y aller, de peur qu'ils ne soient confondus aux Hutus ou bien à d'autres ennemis, donc des FDLR. Alors, c'est comme ça que nous avons eu déjà l'expérience et nous nous sommes organisés pour vraiment, j'ai dit bien les mots, nous avons créé un mur entre Walikale et les autres territoires du Nord Kivu. Je rappelle ici en passant que Walikale est à cheval sur 4 provinces, dont Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo et la province orientale. Donc aujourd'hui, un vaste territoire. Donc, oui, tout à fait. Donc Maniema, Chopo, Sud Kivu et le Nord Kivu. Donc si Walikale est tombé, la rébellion prendrait une autre tournure. Elle se retrouverait à Kindu, à Bukavu, à Kisangani, puisque ça sera vraiment l'autoroute qui sera ouverte. Pourquoi? Nous avons une responsabilité et nous avons réussi, pendant mes vacances parlementaires, à faire le recrutement des ex-Ouazalendo qui sont dans RAD aujourd'hui, 11 523 hommes, femmes aguerris, dotés de notions du droit international humanitaire et droits de l'homme. Ah, ça c'est important. Oui, très bien. Ils ne doivent pas avoir la gâchette facile. Capable de former 3 brigades. Puisqu'une brigade, c'est à peu près 4000 hommes. C'est ça aussi le problème chez nous. Parfois, on nous dit qu'il y a une brigade de 4000 hommes. Vous voyez, c'est 200, 300, 4000. Mais on parle d'une brigade. Bon, on vous parle d'un secteur. Normalement, un secteur opérationnel, c'est 12 000 hommes. Mais j'ai parie ici, il n'y a pas un secteur de 12 000 hommes. On en a 2, Sokola 1, Sokola 2. J'ai parie, il n'y a pas. Alors que quand le salaire sort ici, c'est 12 000 pour 12 000 militaires, mais ça arrive là-bas, ils ne sont même pas la moitié. C'est comme ça que dans les 2 propositions de loi, nous avons introduit une deuxième innovation, c'est les contrôles parlementaires, qui vont maintenant s'attendre sur la gestion même de l'armée au quotidien. Donc désormais, les députés, les sénateurs, une fois la loi programmée par les chefs de l'État, pourraient contrôler. On arrive à l'état-major général. Général Chiwewe, mon général, vous avez eu combien de bombes? Ah, 12 000 bombes.
Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, j'ai envoyé au commandant secteur opérationnel Autant. 1, Général Abdallah. Général Abdallah, à Ituri, vous avez eu combien? Ah non, j'ai reçu ici 8 000. Comment 8 000 alors qu'on nous a envoyé 2 000? Vous avez eu combien d'argent? Ah non, j'ai eu 42 000 $, alors que là-bas c'est 100 000. Puisque lorsque nous avons fait, puisque je suis député, je suis payé pour ça, à travers mes recherches déjà, j'ai constaté qu'il y a un problème de fonctionnement. Vous avez suivi mon collègue Bindoulé, que j'apprécie en passant, député national élu de Boutembo, qui est de surcroît d'élit DPF, cadre de l'EPF. Il a dit, lorsqu'ils ont fait seulement les contrôles, ils ont constaté que les fonds qui étaient destinés aux opérations, rien que pour le Nord Kivu, 60% de ces fonds-là étaient retenus à Kinshasa. Alors, il se pose un problème. Or, c'est nous, les députés nationaux et les sénateurs, qui avons comme attribution constitutionnelle les contrôles parlementaires. Mais jusque-là, nous nous limitions seulement à l'administration. Donc, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur. Maintenant, nous allons étendre avec l'innovation que nous avons introduite à contrôler même l'administration de l'armée. Puisqu'en fait, l'armée est sous l'autorité et des politiques que nous sommes. Donc nous avons, nous, en vertu de la Constitution, les pouvoirs de contrôler aussi l'armée. Et l'avantage, c'est quoi aussi? Puisque ici aussi, il y a un problème, John, parce que vous avez dit pourquoi on ne récupère pas les territoires. Mais oui. Lorsque vous regardez à Kinshasa, il y a complicité. Qu'est-ce qui se passe? Le seul commandant des opérations militaires, c'est le chef de l'État. C'est lui le commandant suprême des FARDC et de la police nationale. Le commandant suprême, c'est vrai, mais il n'est pas sur terrain. Non, oui. C'est lui qui oriente. Il donne les injonctions au vice-premier ministre. Mais il n'est pas à la manette opérationnelle. Non, je vais vous expliquer comment. Okay. La Constitution a tout prévu. Okay. Lisez la Constitution. Le commandant des FARDC, commandant suprême, il donne des injonctions au ministre en charge de la Défense. Le ministre en charge de la Défense les répercute au commandement au chef d'état-major. Au chef d'état-major de l'armée. Le chef d'état-major de l'armée les dispatche au niveau des défenses des zones opérationnelles. Les zones de défense opérationnelles, pendant la guerre, c'est ça, les répercute au niveau des secteurs. Les secteurs au niveau des brigades, bataillon, jusqu'à ce qu'on arrive aux compagnies, au peloton, au front. C'est ça le commandement. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons malheureusement qu'il y a des ordres qui sont même donnés à la maison militaire du chef de l'État, qui est un organe des conseils du chef de l'État. On peut parler même à la limite d'un organe privé, ça. Privé du chef de l'État, bien sûr. Et pour, par exemple, analyser, quand il y a des propositions, on check les gens. C'est ça les rôles. Mais, curieusement, selon les informations qu'on a reçues sur terrain, il y aurait des injonctions qui viendraient même de la maison militaire du chef de l'État. Il y a le ministère de la Défense. Depuis quelques temps, on a constaté que le ministère de la Défense, même les VPM qui sont là, ils donnent des injonctions sur le front, alors qu'ils ne sont pas compétents. Et troisième point d'instruction, de commandement, c'est l'état-major général. Alors que, normalement, c'est l'état-major général qui devait coordonner. Donc, visiblement, il y a une cacophonie dans la chaîne des commandements. Alors, c'est ça déjà qui pose déjà un problème. Alors, lorsque les ordres viennent, et c'est comme ça même, les circuits d'argent, c'est comment? J'ai vérifié, par exemple, les fonds qui sortaient du ministère de la Défense, ils transitent par le secrétariat général. On a coupé peut-être 10 à 15%. Secrétariat général jusqu'à l'état-major, on a coupé à peu près 5 à 10%. De l'état-major général à la zone opérationnelle, aux zones opérationnelles, donc aux zones de défense, chacun, et je retrouve au front un montant modique, qui même, j'ai dit, comment même on peut encourager les fonds de ménage, par exemple. C'était de l'argent, mais aujourd'hui, on donne de la nourriture, et de quelle qualité? La prime des combats qui quitte le ministère de la Défense, elle est charcutée totalement. Donc, il y a des problèmes. Là, je crois que je vous arrête, parce que l'émission peut aussi être suivie par nos ennemis. Non. Ne pensez-vous pas que vous mettez à nu les faiblesses de notre appareil sécuritaire? Non, ce n'est pas mettre à nu les faiblesses. Parce que le problème, c'est que ce sont des mots que nous constatons. Puisqu'on n'est pas consulté.
Nous devons le dire ici, comme nous le disons. Ceux-là qui n'étaient pas au courant, qui sont de bonne foi, les chefs de l'État, les autres, pourraient améliorer. Ou peut-être nous inviter. Mais amener ce problème au niveau de l'hémicycle, vous êtes un élu. C'est comme ça que nous avons demandé et obtenu à l'Assemblée nationale 2 ou 3 plénières qui seront uniquement consacrées à la question de l'Est. Puisqu'on peut tout dire, mais j'ai dit que nous avons une part de responsabilité. Je prends ma province du Nord Kivu. Oui. Tous les groupes armés qui étaient à Rutshuru, qui étaient à Masisi, lorsque l'ennemi avance, où sont-ils aujourd'hui? Ils vont ailleurs se réorganiser. Alors qu'eux sont des enfants locaux. Alors, maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Nous avons la ville de Goma. La ville de Goma aujourd'hui, moi je peux dire que la ville de Goma, ce n'est pas un secret, même les adversaires, les agresseurs le savent très bien, puisqu'ils nous ont encerclés. De la ville de Goma, vous ne pouvez pas emprunter une voie routière. De la ville de Goma, on ne peut pas aller à Rutshuru, Beni, l'axe Grand Nord, on ne peut pas aller... Donc ils veulent asphyxier la ville de Goma. Non, la ville de Goma est encerclée. Oui. L'unique voie routière qui nous permet de sortir par la ville de Goma, c'est le Rwanda. Le Rwanda, Gisenyi. Je vais aller à Butembo, Beni, Kisangani, j'entre à Gisenyi, je ressors par la frontière de Tchanika en Ouganda, et de l'Ouganda, je passe à Kasindi, je suis à Beni, Butembo ou Kisangani. Je vais aller à Bukavu par la voie routière, j'entre à Gisenyi, je ressors par Tchangungu, Bukavu et Aïe. Donc en fait, c'est l'unique voie de sortie et d'entrée pour le moment. Il faut passer par les Rwandais. Gisenyi. Les autres voies, il faut passer par ce qu'on appelle la douane de M23. Et là, ils vous chargent une moto. Donc, une douane administrée par les M23. Les M23, c'est un territoire, un espace autre. D'ailleurs, vous avez suivi au mois de décembre, ils nous ont même, de septembre ici, ils nous ont même accusé d'avoir violé l'espace aérien qui est contrôlé. Sans rire. C'est une autre administration. Sans rire. Ils ont même, aujourd'hui, au moment où nous parlons, en train de placer leur chef coutumier. Ne parlons pas encore de l'administration politique et administrative. Donc, ils sont en train d'installer complètement, et tous ces territoires-là ne dépendent plus de Kinshasa, dépendent du Rwanda. Donc, c'est très dangereux pour nous, puisque ces populations-là sont les nôtres. C'est comme ça même que lorsque les amis parlent de la révision constitutionnelle, du changement, moi j'ai dit, je suis... Non, ça on va en parler. Oui, on va en parler. Le problème d'abord aujourd'hui, c'est la question d'abord de l'Est. Cette histoire, ça date. Je dirais même que c'est du déjà entendu. C'est connu de tout le monde, ici et ailleurs. Mais maintenant, que faire, Prince Willy Michiki? Vous qui êtes un élu de cette partie de la République, cela ne fait pas quand même partie de la quadrature du cercle. Il y a une solution à cet épineux problème. Comment s'en sortir finalement? Bon, sincèrement, je peux vous dire et vous déclarer avec certitude, si le gouvernement qui est responsable devant le Parlement et le chef de l'État écoutez les orientations des élus du peuple que nous sommes, je vous dis à 90%, nous pouvons reconquérir cet espace occupé et nous pouvons gagner cette guerre. Quelles sont ces recommandations? Malheureusement, comme vous le savez très bien, les médias ici sont suivis partout. Je ne peux pas donner les stratégies. Mais je vous dis, avec le plan que nous avons aujourd'hui, dans 3 mois, on ne demandera même pas des moyens de Kinshasa. Dans combien de temps? 3 mois. Ah, mais ça, c'est un miracle. Je vous dis, ce n'est pas un miracle. Je vous dis ici en passant, notre conquiste du Nord Kivu était reçue par le vice-premier ministre et le ministre de la Défense, qui, c'était la première fois que je le voyais, j'ai trouvé que c'était un homme qui est animé de bonne foi. Mais c'est Kabumbo. Animé de bonne foi, puisque quand j'ai fait ma présentation, parce que nous étions entre nous, et il était accompagné par un parterre de spécialistes du ministère de la Défense, des généraux galonnais, il a dit, honorable Michiki, d'ailleurs, 3 mois c'est beaucoup, c'est 15 jours. Ça, mais c'est ce qu'on attend. Je l'ai dit ici, devant, pour dire que... C'est ce qu'on attend. Le problème aujourd'hui, c'est le problème d'abord de bonne volonté politique. La mégestion que nous connaissons aujourd'hui, dans la gestion des fonds alloués à la guerre, constitue 80% des problèmes que nous avons. La preuve aujourd'hui,
ceux-là qui sont censés gérer les opérations militaires, ils laissent et s'intéressent à l'argent. Comment expliquez-vous, M. Kitenge, qu'une ville de Goma que je viens de décrire aujourd'hui, les commandements des opérations CID, qu'on appelle communément Petit CID, sont à Goma. Tous les avions qui atterrissent à Goma décollent, puisque Gisenyi, je ne sais pas si vous avez déjà été à Goma, Oui. Gisenyi est à la hauteur. Donc on voit tous les avions, même notre aéroport, on voit tout. Comment, même les Ils sont comme une sorte de tour de contrôle. les engins militaires que nous plaçons là-bas, si les agresseurs décident de nous envahir, ils vont nous prendre en sandwich. Même moi, quand je suis à Goma, je me sens en insécurité totale, parce que je ne peux même pas aller chez moi à Walikale. Je ne peux pas aller à Massissi, de Goma, puisque je suis obligé de traverser les territoires occupés par les M23. D'aller par Gisenyi, soit. Il faut aller par Gisenyi, et là, c'est la mort totale. Parce avec ma tête d'ailleurs, Kagame, il aurait mis $1 million si quelqu'un lui apportait ma tête. Ah bon? Puisqu'il dit que nous réfléchissons, mais ils disent à Kinyarwanda là que Abazaïroua, ils nous appellent les Zaïrois, Nibasazi. Ce sont des fous puisqu'ils n'écoutent pas Michik. Et là-bas, ils nous trouvent dangereux. Mais ici, chez nous, comme on dit toujours, nul n'est prophète chez soi. Mais je crois, John, il est possible Dans 3 mois. de mettre fin à cette guerre. Moi, j'ai parlé de 3 mois. Le VPM à la défense m'a dit, avec ce que vous avez dit, honorable, 15 jours. Bon, mais parce que- depuis qu'on a été avec lui, ça fait plus de 3 semaines. Donc, on aurait déjà, s'il avait dit oui, on aurait déjà fini la guerre. Bon, parce que vous ne voulez pas dévoiler ces plans miracles, je vous comprends, mais faites tout quand même, faites tout pour que ça ne soit pas comme étant Bon. de la démagogie. D'abord, nous je suis voulons content. que ça. Oui. Je suis content maintenant que nous sommes en train de mettre en place des commissions spécialisées au niveau de l'Assemblée nationale, puisque les commissions chez nous sont des organes spécialisés pour étudier des questions spécifiques. Et je salue aujourd'hui les choix portés sur mon collègue honorable Mikindo Ribens, qui est un élu de Walikale comme moi, pour les quotas de l'IDPS, à la tête de la commission de défense et sécurité. Nous pensons sincèrement que le gouvernement va nous écouter. En fait, le gouvernement est notre émanation. Et si le gouvernement ne nous écoute pas, nous avons l'information à la main. C'est que même ceux-là qui sont dans les espaces de M23, ils communiquent avec nous. Alors, Ils nous donnent les informations. Pour terminer sur cette question. Et moi, je vous dis, John, je n'ai Ouais. pas peur de le dire. Je connais 80% des dirigeants de M23, parce que ce sont des jeunes avec qui on a été à Goma, Bukavu, depuis le CNDP, depuis les autres. Ouais, Prince, pour terminer avec cette question. Et ils n'ont rien de spécial. Parce que nous allons des prorogations. Pensez-vous que, parce que d'après vous... Vous savez, nous sommes à la 83e Ouais, prorogation. l'état des sièges, d'après vous, a échoué. Vous venez même de le démontrer. Alors, pourquoi vous continuez de les proroger? Parce que c'est vous qui les Bon, prorogez. voilà, en tout cas, vous avez suivi ce qui s'est passé. Oui, il y a eu un débat houleux, mais... Oui, très, très, très houleux. Et nous avons apprécié à sa juste valeur la sagesse du collègue président Vital Kamere, qui nous a réunis, les 3 coquistes du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Et nous lui avons dit toutes les vérités. Toutes les vérités. Hors caméra. Et il a dit, je vais en faire part au commandant suprême. Nous pensons sincèrement, comme je l'ai dit ici, qu'il n'y aura plus d'autres états, prorogation d'état de siège. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Nous pensons, nous députés, puisque nous avons fait notre travail, nous avons même fait un document, les 3 coquilles qu'on a déposés auprès de notre président de la Chambre, pour déposer au chef de l'État, lui démontrer que nous ne sommes pas contre l'état de siège, nous sommes contre la façon dont les choses se font. Et qu'aujourd'hui, l'état de siège ne profite pas. Regardez, c'est simple. Les militaires qui gèrent aujourd'hui au quotidien le développement, la vie de la nation, si on leur ôtait cette gestion-là, ils n'auront plus d'autre choix que d'aller au front. Mais les militaires sont plus dans l'administration publique, dans le développement, qu'au front. Et du coup, le front est dégarni. Comment expliquer qu'aujourd'hui, tous ces militaires, même les partenaires que nous avons, Sami DRC de la SADC, les Wazalendo, les Burundais, nous sommes incapables, ne serait-ce que de s'effrayer même un chemin pour rejoindre Calais au Sud Kivu. Vous avez suivi le naufrage de ce bateau-là. Mais ce bateau-là, il y a eu un naufrage puisque la route entre Goma, Sake, Minova est coupée.
par les agresseurs. Nous sommes incapables de les déboulonner pour ouvrir. Par conséquent, nous sommes incapables. Il y a des débordements dans ces petits navires. C'est ça que j'ai dit. Donc, tout le monde voudrait, n'a pas d'autre choix que de emprunter la voie. Et là, j'ai dit encore, même ces lacs-là, nous ne les contrôlons pas assez, parce qu'il y a parfois, quand vous faites la voie lacustre, la navigation Goma, Bukavu, inversement, il y a là où les Rwandais est à 10 mètres, je dis bien 10 mètres. Vous voyez ici, c'est les Rwandais. Donc, ils peuvent facilement lancer une roquette. Hein? Non, mais pas même nous prendre à main. J'ai dit 10 mètres, vous le voyez comme ça. Donc, nous sommes en insécurité totale. Et moi, j'ai dit, on ne doit pas attendre. Vous savez, John, Mouzé a commencé comme ça. On le prenait pour un aventurier. Mais Mouzé est arrivé à Lubumbashi, Kisangani, et ici à Kinshasa. C'est pourquoi nous nous disons qu'ils doivent nous écouter, nous les élites. Tout ce que nous disons, écoutez-nous. Puisque nous sommes des élites. Nous avons aujourd'hui des promesses de campagne qu'on a faites. Vous savez, moi j'ai coordonné la campagne du chef de l'État, chez nous. Et l'unique thème de campagne qu'on avait, c'est la paix. Chez moi, à Walikale, le chef de l'État a été voté à 92%. Ah oui. 92%. Maillot jaune. 92%. Dans le Nord Kivu, 90%. Et tous ces gens-là ont voté Félix Tshisekedi. Pourquoi? La paix. La paix, c'est tout. Nous avions nos frères swahiliphones, les Mukwege, les Moïse Katumbi et Kosom de Kereza. Nous avons dit niet. D'abord, nous, au Nord Kivu, nous avons dit nous souffrons. Nous ne voulons pas qu'un fils ou une fille du Nord Kivu postule. Et ce mot d'ordre a été respecté. Donc, le chef de l'État, comme nous, les élus du Nord Kivu, nous avons la dette morale à l'égard de ces électeurs. La question pourquoi parfois on ne me comprend pas, moi, quand je parle des choses de cri, de vérité, que les autres n'aimeraient pas écouter, puisque nous avons un engagement vis-à-vis de ces gens-là. Et aujourd'hui, notre code de popularité est en train de baisser, puisque nous n'arrivons pas à répondre à ces engagements-là que nous avons pris vis-à-vis de nos électeurs. Prince Willy Michiki, en tout cas la question sécuritaire nous a pris beaucoup de temps, c'est vrai, parce que elle est importante. C'est une question importante et cruciale. Il y a encore beaucoup de choses à dire. D'autant plus que vous êtes aussi l'élu de Walikale, nous sommes dans les Nord Kivu. Mais l'actualité brillante au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est aussi ces débats autour de la révision ou du changement de la Constitution. Il y a un débat, au début je dirais que c'est un débat de la rue, mais hélas, officiellement, l'UDPS, à travers son secrétaire général, a lancé la campagne en faveur de la révision. Jusque-là, on parle de la révision. Mais moi, ma question est celle-ci. Y a-t-il l'opportunité pour que, 1, cette constitution soit révisée, 2, pour que cette constitution soit changée? D'abord, je dois dire sincèrement que j'ai reçu beaucoup de coups de fil aujourd'hui. Vous savez, je suis un ancien cofondateur de l'IDPS. Et de l'Union Sacrée aussi. Hein? Oui, je suis cofondateur de l'Union Sacrée et cofondateur de l'IDPS. J'ai assumé à l'époque de Kiba Samaliba et Tshisekedi Etienne Ouamulumba les fonctions de secrétaire général adjoint chargé des questions politiques administratives. À l'IDPS? À l'IDPS, oui. Mes collègues, c'était de l'IAU. Donc vous êtes un transfuge de l'IDPS? Mais comment? Je suis cofondateur de ce parti-là. Et j'étais touché. Malheureusement, il y a eu des échauffourées. Vous avez suivi aujourd'hui. Des bagarres, même, on a même tiré à balles réelles à la 12e rue, au siège de l'IDPS, puisqu'il y a eu des combattants qui ont manifesté pour dire qu'ils ne sont pas pour ces projets de révisitation de la Constitution. Donc même réviser, ils refusent. Ils refusent. Réviser, pas changer. Ils disent que ce n'est pas opportun, que ça serait une distraction des collègues députés nationaux Kabouya, envie d'étouffer les problèmes internes. Ils voudraient rassembler. Donc c'est de la diversion. Les combattants autour de cette question-là. Et moi j'ai dit, il n'y a pas opportunité. Pour qu'on révise ou pour qu'on change? Nécessité. Moi, je vous dis sincèrement, aujourd'hui d'abord, vous savez très bien que la Constitution interdit toute révision constitutionnelle ou changement pendant l'état de même siège, en parler. Hein? pendant l'état d'urgence.
on l'interdit. Ça, c'est la loi fondamentale qui le fait. En plus, aujourd'hui, nous avons des problèmes plus urgents que le changement de la Constitution ou sa révision. C'est la question de la sécurité. Puisqu'au finish, même si nous trouvions un consensus, il faut soumettre cette Constitution au référendum. Il y a une grande partie aujourd'hui de nos compatriotes, de nos espaces territoriaux qui sont occupés par les agresseurs. Allons-nous faire adopter ces projets de changement de constitution par une minorité, pas une minorité, mais une partie des Congolais, en oubliant les autres? Ça va créer problème. On risque de confirmer la bacadère. C'est pourquoi moi j'ai dit... Ouais, d'ailleurs, ils vont dire que cette constitution ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas. Il faut faire très attention. Vous savez, j'ai même dit aux amis de l'IDPS, qui est vraiment mon école politique, hein, moi si je suis ce que je suis aujourd'hui, John, je ne peux pas le nier, c'est l'IDPS. Et j'ai dit que l'IDPS, comme parti politique, risque d'être isolé. Vous savez, Kabila a perdu la majorité. Kabila a perdu la majorité. Il avait tout, il a gagné les élections, il a perdu. L'IDPS risque aussi de perdre la majorité. Non, mais l'IDPS a toujours prétendu avoir la population derrière lui. Mais hein. c'est ça que moi j'ai dit. Ne vous en faites pas. Hein. Regardez les élites de l'IDPS. L'IDPS, c'est le peuple. Sur les 494 élus, l'IDPS n'a que 75. 75. Même pas 20%. Non, mais l'IDPS l'IDPS c'est mosaïque. Mais tu sais que même si on met l'IDPS mosaïque, oui. mosaïque, il faut ça c'est aussi guillemets mosaïque. Je connais, je suis député, je connais. Vous faites aussi partie de ces mosaïques là. Non. Bon, ils nous comptabilisent, mais je ne suis pas là moi-même, de par mes convictions, puisqu'il y a beaucoup de choses là-bas. D'ici peu les masques vont tomber. Hein? Même les J'ai l'impression que d'ici peu les masques vont tomber. Ils sont 150. Oui. 150 à l'Assemblée nationale. Nous sommes 494. Puisqu'il y a 6 collègues qu'on attend de Massimanimba et de Yacob. Donc quand vous prenez, ils ne sont même pas un tiers. Donc si nous nous liguons tous contre 150, ils seront en minorité. Et attention, John, je l'ai dit bien, nous risquons d'arriver là-bas. Et moi, ce qui me fait mal, le meilleur perdant sera le chef de l'État, qui pourrait perdre la majorité actuelle. Non, c'est ça que moi j'ai dit. Non, mais c'est ça que moi j'ai dit qu'il faut arrêter. Moi j'ai dit ceci. La Constitution n'est pas la Bible. La Constitution n'est pas la Bible. Beaucoup de ces dispositions sont révisables. Vous serez d'accord avec moi? Moi, je peux vous dire sincèrement, pour moi, je ne suis même pas pour la révision. Je suis pour les changements de la Constitution. Allons-y alors. Mais c'est ça, moi j'ai dit, est-ce que l'État est opportun? La question pour moi, c'est la question d'opportunité. Vous vous rappelez encore, on avait fait un débat ici, à l'époque de Kabila. J'étais son ministre, mais j'ai dit non. Monsieur Kabila, il n'y a pas opportunité. Tout en étant dans son gouvernement. Ouais, vous étiez à l'agriculture. Hein? Oui, non, j'étais à l'énergie et ressources hydrauliques. C'est chez Mobutu où j'étais à l'agriculture, développement rural. Plusieurs fois ministre. Oui, fois seulement, c'est pas beaucoup. Mais je vous dis sincèrement qu'aujourd'hui, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Je parle. Non, mais il ne faut pas faire peur aux Congolais, Prince Willy Michiki. Moi, j'ai dit. Il n'y a pas de débat tabou. Pourquoi vous avez peur du débat? Non, je vous dis par exemple. S'il faut toucher à la Constitution, pour moi, il faut d'abord toucher à l'article 220, qui est marqué verrouillé, puisque la forme de l'État aujourd'hui. Pour moi, je ne vois pas l'importance du Sénat. Les nombres et la durée de mandat du chef de l'État. Les assemblées provinciales, vous avez vu la corruption qui gangrène ces institutions-là. Le mandat du chef de l'État, pour moi, je l'ai dit tout haut. Et la durée? Je l'ai dit tout haut que la durée là de 5 ans, c'est peu. Je vais démontrer. Parce que moi, je vais démontrer ça. Vous en voulez combien? Moi, regardez. Non, je ne veux pas dire un chiffre comme ça. Je prends un exemple. 5 ans, c'est peu. Alors, je vais vous expliquer. Vous en voulez 10? Mais c'est qui t'inquiète. Donnez-moi juste 2 minutes. Les élections de 2018 nous ont coûté 600 millions de dollars. C'était les élections les plus chères au monde. Plus chères même que les élections de la première puissance économique du monde, qui sont les États-Unis. Les élections de 2018, 5 ans après, et de 2023, nous ont coûté 1,2 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour ça? Et lorsque vous regardez, le gouvernement, en principe, qui est attendu, est entré 6 mois après. Donc, en réalité, même nous les députés, puisque la Cour constitutionnelle, moi je suis entré, je crois, 4 mois après, 5 mois après.
parce que je suis un élu du peuple véritable, je ne fais pas partie des lots dénommés de M. Kadima. Nous avons commencé tard, donc en réalité, reste à vérifier. Nous allons faire 4 ans et demi. 4 ans et demi, ça nous coûte 1,2 milliard de dollars. Alors, moi je dis ceci. Si nous avons de durée, par exemple, des mandats de députés nationaux, des sénateurs, bon, le Sénat d'ailleurs pour moi, ça doit tomber pour économiser de l'argent. Les assemblées provinciales tombent aussi. Comme ça, on a un des gouverneurs nommé par le chef de l'État. Pourquoi? Et révoqué par celui-ci. Par lui. Pourquoi? Puisque le gouverneur fait partie du maillot de l'exécutif. Au niveau provincial. Et lorsqu'il est élu, il ne se sent plus lié au pouvoir central actuel, avec le risque qu'un jour, il puisse avoir des gouverneurs qui pourraient même un jour déclarer une rébellion ou une sécession. C'est ça l'inconvénient. Puisque vous savez comment, il y a même des candidats gouverneurs qui ont été élus gouverneurs, son parti n'a même pas un député. De sénateurs, élus sénateurs, il n'a même pas un député à l'Assemblée provinciale. Sur coup de corruption. Il a seulement l'argent. Donc, moi je crois que ça nous pousse aujourd'hui à avoir toutes ces institutions budgétivores, on peut les écarter. Alors, si on prend un mandat de 10 ans, j'explique, les 1,2 milliard que nous dépensions pour 4 ans et demi vont servir pour 10 ans. Nous aurons économisé au lieu de dépenser 2 milliards 400 millions de dollars, on va dépenser seulement 1,2 milliard, mais pour 10 ans. Et là, on a un programme de gouvernement. Ça, c'est mon point de vue. Vous plaidez pour un mandat de 10 ans. De 10 ans, 7 ans à 12 ans. Moi, c'est mon point de vue. Non renouvelable. Non renouvelable. Non, renouvelable une seule fois. Donc une personne peut faire 20 ans au sommet de l'État. Vous savez, 20 ans, c'est toute une vie. Regardez Kagame aujourd'hui. Ah, maintenant, Kagame. Il va vers 28e année. Kagame devient maintenant votre modèle. Non, je vous dis, la communauté internationale n'a jamais critiqué ça. En France, à l'époque... Non, Kagame, c'est mieux. Allez même chez Biya, les Camerounais Biya. Non. Ils deviennent vos modèles maintenant. Je vous dis, prenons le cas de la France. C'était 7 ans. Ils avaient 7 ans, mais c'est lorsque Sarkozy est arrivé qu'ils sont revenus à 5 ans. Ils ont réduit. Mais ils ont passé des temps où il y avait des mandats de 7 ans, avec Giscard d'Estaing et même Mitterrand. C'est pour dire ceci, qu'un pays comme le nôtre, confronté à des difficultés économiques énormes, la démocratie ne doit pas être un luxe qui doit coûter plus cher que les projets de développement. Moi, je parle des faits, je ne dis pas comme des ballons d'essai comme Kabouya l'a fait. Non, moi, je parle des faits de société. Mais je dis toutes ces discussions-là devraient être d'abord menées au niveau de la famille politique qui est l'Union sacrée. Moi, je suis cofondateur de l'Union sacrée. J'étais comme tout le monde. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Peut-être qu'on va vous soumettre la question. Moi, je dis que nous attendons. Ouais. En principe, l'UDPS, même s'ils sont minoritaires à l'Union sacrée, quand même c'est le parti phare, parce que c'est le parti du chef de l'État, nous leur devons du respect. On ne les craint pas, nous leur devons du respect, comme c'est le parti. Ils devraient... Respect et allégeance. Pas allégeance, même de tir à balles réelles. Je vais vous envoyer les images, puisqu'ils m'ont appelé cet après-midi. Donc, c'est dimanche après-midi. Donc, c'est pour dire que c'est une question de... Moi, je pense sincèrement que nous avons déjà beaucoup de problèmes. Focalisons-nous d'abord à la reconquête des espaces occupés par les agresseurs. Une fois qu'on aura reconquis, moi, je serai le premier à discuter sur cette question-là. Et les discussions ne vont pas se faire dans la rue, elles vont se faire au sein des institutions. Puisque l'IDPS est un des partis de la majorité, je vois mal comment l'IDPS peut mener de tels débats importants dans la rue au lieu de les amener dans les institutions que nous sommes. Kabouya lui-même, il est député, il est mon collègue. Pourquoi il ne peut pas initier une question? Par exemple, pourquoi il ne peut pas soumettre cette question, par exemple, dans les débats? On peut faire une plénière sur ça. Alors, pourquoi ne pas mener cette question à l'Union sacrée? Donc c'est pourquoi moi je dis que c'est un balai de ce, c'est un ballon d'essai. Il voulait juste voir comment ça aurait. Avec vous, ça ne passera pas. Si on ne vous arrête pas, l'émission ne va pas se terminer. Mais on va quand même atterrir en beauté. Je vous donne juste 60 secondes. C'est juste pour placer les mots de la fin. Parce que
nous atterrissons déjà. Bon, le mot de la fin, je voudrais dire, en rapport avec le sujet que nous avons apporté, il n'est pas aujourd'hui opportun d'entreprendre toute discussion sur la révision ou le changement de la Constitution, aussi longtemps qu'on n'aura pas d'abord bouté dehors les agresseurs et reconquérir les espaces occupés. La deuxième chose, c'est que l'état de siège aujourd'hui a démontré ses limites. Nous pensons que le chef d'État a écouté tout ce que nous avons présenté comme argument pour dire que l'état de siège est un échec et que nous recommandons à ce que les gouvernements et en particulier les cabinets du chef de l'État puissent associer les filles et fils du Grand Kivu et de l'Est, donc de l'Ituri, qui connaissent mieux les problèmes dans les négociations au niveau international, pour qu'ils puissent avoir la vraie photo du problème. Parce que quand vous envoyez des gens qui ne connaissent rien, ça pose... Je vous dis, nous avons mal géré la question de la guerre, et je suis sûr que même, puisqu'il y a plusieurs fronts, il y a aussi le front diplomatique. Aujourd'hui, par exemple, je salue la ministre des Droits humains, qui est vraiment, qui n'est pas politique, mais qui est quelqu'un qui a évolué dans les ONG, en nous obtenant aujourd'hui l'élection de la RDC. Oui, au Conseil des droits de l'homme. Au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est une victoire. Donc la RDC est redevenue fréquentable. Obtenir 172 voix, 112 pays ont crié à nous. C'est vraiment pour dire que Fachi Béton, merci papa, vos voyages là ont payé. La réponse est là, malgré les contestations, même des propres enfants de chez nous. L'opposition, la société civile ont barré la route. Mais la communauté internationale a constaté les efforts que nous avons faits dans la promotion de la protection des droits de l'homme et la protection de la paix. Ils ont dit que la RDC a franchi les Rubicons et a fait des progrès qui sont remarquables. Nous croyons à vous, nous croyons à la vision de Fachi Béton. Vous pouvez siéger valablement, puisque ne siègent dans ces conseils-là que des pays qui ont fait preuve de leur respect des droits humains. Et là, je voudrais citer, en appelant les uns les autres, plus particulièrement nos amis de l'Union sacrée, nous devons être unis. Nous sommes une majorité fragile, je dis bien fragile, et que toute initiative qui remettrait en cause la forme de l'État, toucherait à la Constitution, devrait d'abord obtenir un consensus au sein de la majorité. Et la majorité aujourd'hui, c'est à l'Union sacrée. Toute démarche cavalière ne passera pas. Ce consensus, c'est monnaie, hein? C'est moyennant des billets verts. Hein? Non, nous n'avons pas besoin... non, on vous connaît, Prince. Non, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Nous n'avons pas besoin de comme Kabou aime bien l'appeler motivation. On n'a pas besoin de motivation. Parce qu'on se connaît. Ça, puisque si c'était ça, on ne serait pas ici. En fait, c'est du chantage. Je vous dis qu'on reçoit des offres ailleurs. Mais puisque nous n'avons que ce pays ici, nous disons, nous sommes prêts à mourir pour ce pays. Et je vous dis, moi, les jours que vous apprendrez que l'M23 a osé entrer à Walikale, moi je ne siégerai plus, je vais aller me battre au front. Parce que je ne verrai pas pourquoi je resterai ici, au palais du peuple, pendant que les miens sont en train d'être tués là-bas. Prince Willy Michiki, avec vous, c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir, surtout que nous apprenons beaucoup. Et c'est promis, je crois qu'on reviendra encore d'ici 1 ou 2 semaines. On verra comment va évoluer la situation, surtout par rapport à cette question de révision, changement des constitutions. Mais pour le moment, on vous remercie et on vous dit au revoir et à très bientôt. Merci, c'était un plaisir partagé. Et j'ai dit qu'il faut signaler, on n'a pas eu beaucoup de temps de parler du drame humanitaire que nous connaissons à l'Est. 7 millions de déplacés. Prenons rendez-vous la semaine prochaine. Tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci également à vous. Vous étiez des milliers à nous suivre. C'était bel et bien votre émission en jeu. Les rendez-vous est encore pris avec Prince Willy Michiki la semaine prochaine. Et à très bientôt.